Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Bertrand Badré. Ancien directeur général de la Banque mondiale et directeur financier de la Société Générale et du Crédit Agricole, il a fondé en 2017 le fonds d'investissement responsable Blue Lichen Orange. Il nous raconte pourquoi et comment il faut réformer les règles qui encadrent le système capitaliste pour sortir par le haut de la crise économique actuelle. Bonjour Bertrand Badré. Bonjour Charles. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Voulons-nous sérieusement changer le monde ?» On pourrait ajouter « Voulons-nous sérieusement changer le monde cette fois-ci ?» Parce que, après 2008, vous aviez écrit qu'on n'avait pas tiré toutes les leçons de la crise. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui on saura les tirer en 2020 ? J'en suis pas plus sûr que je ne l'étais il y a 10 ans, mais j'ai l'espoir que, informé par les faiblesses de ce qu'on a fait il y a 10 ans, on saura faire mieux cette fois-ci. Il faut pas se raconter d'histoire, ça va pas se faire naturellement. On est vraiment à la croisée des chemins. On va avoir d'un côté cette aspiration à un monde d'après plus inclusif, plus résilient, plus durable. On a tous entendu parler pendant tous ces mois de confinement d'un certain nombre de projets d'avenir. Le monde d'après est devenu presque une expression générique. On était content de revoir les petits oiseaux dans les villes et tout ça nous faisait rêver à un monde qui allait devenir d'un coup de baguette magique soudainement meilleur. Et en même temps, il faut ouvrir les yeux. C'est-à-dire que la crise est là, la crise économique maintenant, la crise sociale. Il y a une branche alternative à la branche d'un monde d'après positif. C'est un monde d'après, comme avait dit un ministre, le monde d'avant en plus dur. Et on va voir si effectivement la crise s'enracine. Les entreprises vont commencer en tout cas celles qui sont dans les secteurs affectés vont commencer à souffrir. Et il est possible, je dis pas qu'il est vraisemblable, mais il est possible que la réponse, ça soit un capitalisme plus brutal. Donc là aussi, je ne sais pas si on va aller dans la bonne direction. Je pense que c'est important que l'Europe en particulier ait gardé le message d'une relance verte. C'est important que le plan de relance français ait envoyé ce message. C'est important qu'un peu partout sur la planète, on voit des signaux encourageants, que un certain nombre de grandes institutions financières disent oui, c'est le moment de changer le cap, qu'un certain nombre d'entreprises aient signé des pétitions. On a vu ça, des pétitions, il y en a eu partout. J'en ai signé, donc je prends ma part de ce mouvement un peu brownien. Mais il faut aller très au-delà. C'est pour ça que dans le titre de mon livre, le mot important, c'est sérieusement. Alors, vous évoquez un monde plus brutal. Quels sont les signes qui peuvent faire craindre ce monde du pire ? D'abord, il y a une organisation internationale, ce qu'on appelle la gouvernance internationale, qui est quand même pas dans un état extrêmement flamboyant. Trump a plutôt accéléré la désagrégation du système, mais c'est pas le seul facteur. Il y a un certain nombre d'acteurs qui y contribuent, et c'est pas seulement le rôle des dirigeants. Il y a aussi les populations. C'est jamais eux et nous. Il y a quand même parfois un lien assez fort. Ce que j'appelle dans mon livre la tentation de l'Ohio, en anglais Own House in Order, où les populations sont un peu effrayées de ces grands bouleversements mondiaux, que ce soit une pandémie, que ce soit le changement climatique, que ce soit les attaques de cybersécurité, et donc la tentation du repli sur soi, de construire des murs, de relever les frontières, etc. Donc tout ça existe, et il faut pas faire abstraction de ça. Donc ça, c'est une des manifestations de ce que pourrait être quelque chose de plus dur, chacun pour soi. Et puis c'est un monde où un certain nombre d'acteurs économiques vont souffrir, et que dans le manuel de restructuration des entreprises, il y a un chapitre qui dit on va réduire très brutalement les coûts, on va s'ajuster très fort, et donc ça pousse pas à prendre nécessairement en compte les variables sociales ou climatiques, par exemple. Donc on va avoir ces tensions, et c'est là que les réactions de tous ceux qui peuvent avoir une réaction, et encore une fois, quelle que soit notre place dans la société, on peut avoir cette réaction en tant que simple consommateur, petit investisseur ou petit épargnant ou travailleur dans une entreprise, comme en tant que grand dirigeant, on peut avoir cette capacité à dire attention, où va-t-on ? Alors justement, c'est l'un des signes d'espoir vers un monde meilleur que vous identifiez. C'est la responsabilité croissante des consommateurs. C'est aussi la responsabilité croissante des dirigeants. Elle est réelle aujourd'hui ? Oui, c'est un signe d'espoir. Puis je pense qu'il y a aussi cette poussée de sève des plus jeunes générations, qui ont
ont toujours vécu dans la crise. Bon, tu sais, c'est une crise. Ils disent, mais attends, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Donc, il y a cette prise de conscience qui, alors, les réseaux sociaux ont beaucoup de défauts. On ne sait pas très bien ce que ça véhicule. Ça entretient un rapport un peu compliqué avec la vérité. Mais en même temps, ça permet de créer des mouvements d'opinion organisés par des pétitions ou pas organisés qui mettent un peu la pression sur le système. Quand vous avez, comme il y a quelques mois, 30 000 jeunes étudiants français qui signent une pétition pour dire on n'ira pas travailler dans les entreprises qui se comportent mal, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui se passent. J'avais parlé, je cite dans mon livre Paul Polman, qui était le patron d'Unilever, qui est devenu emblématique de cette approche de développement durable. Il m'avait dit, la raison pour laquelle j'ai donné un coup de barre chez Unilever, bon, c'était mes convictions, mais fondamentalement, plus personne voulait venir travailler chez nous. Donc cette pression, ça existe. Si une entreprise va attirer des talents, il faut qu'elle se mette dans le bon ordre. Il faut qu'elle le fasse vraiment. De même, je cite l'exemple de cette entreprise qui notamment a une place importante dans la restauration ou le café, et qui dit, quand on est dans ces métiers-là, on peut pas aujourd'hui faire abstraction du gaspillage alimentaire, des emballages ou du sourcing des produits. Donc cette pression, elle existe. C'est pas l'alpha et l'oméga de la pression, mais il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Le risque de réputation est important, la pression du marché est important. C'est vrai des consommateurs, c'est vrai des investisseurs. Là aussi, il y a eu beaucoup d'appels. À la fin, on ne sait plus très bien lesquels sont exacts, disant on veut investir que dans l'économie verte, que dans l'économie bleue, que dans l'économie je ne sais pas de quelle couleur. C'est très bien. Et c'est bien qu'il y ait ce mouvement. Et de même, il y a un certain nombre de dirigeants qui vont dans cette direction. Donc tous ces mouvements vont dans la bonne direction. Le point que je fais, c'est que ça relève en partie de l'émotion, de la bonne volonté. C'est bien. Il faut qu'on aille dans cette direction parce que je pense que c'est bien qu'on aille dans cette direction. Mais c'est fragile tant que c'est pas enraciné dans le système. C'est-à-dire tant que petit à petit, les normes, explicites ou implicites, ne rejoignent pas les convictions. C'est-à-dire que les normes comptables, la manière dont on rémunère les gens, les obligations de ceux qui gèrent votre argent, enfin tout ce qui fait la vie quotidienne de l'entreprise, à un moment donné, doit s'aligner avec ses convictions. Sinon, ça restera extrêmement fragile. Le dirigeant change. Avec la crise, c'est compliqué. Là aussi, je cite Tolstoï à la fin. Tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Si nous, on n'est pas prêt à faire attention à ce qu'on achète, il ne faut pas espérer que quelqu'un d'autre fasse le choix pour nous. S'il n'y a pas de pression, les normes ne changeront pas. Si les investisseurs ne changent pas, on ne va pas changer leurs normes, etc. Donc il faut aussi qu'on soit lucide. Il n'y a pas un coup de baguette magique extérieur qui va nous dire « Bon, ok, tu n'as pas envie de changer, mais schling ». C'est ce qu'on appelle les ayatollahs. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait vraiment un mouvement qui pousse. Et donc, enraciner ce travail de conviction individuelle ou collectif dans la réalité de la norme. Alors c'est quelque chose qui est compliqué parce que ça se voit pas. C'est pas quelque chose qu'on va expliquer au journal de 20 heures, la norme. Ça excite personne. Et pourtant, c'est ça qui, jour après jour, dirige tous nos comportements à tous les niveaux. Et puis l'autre risque qu'on voit dans le système actuel, c'est qu'il y a aussi des petits malins qui font semblant. Ce qu'on appelle en anglais le greenwashing, je sais pas comment on dit en français, où des gens disent, voilà, ça a l'air d'être vachement bien d'être durable, je vais prétendre que je suis durable. Et comme en fait, on n'a pas une super visibilité sur ce qui est durable, pas durable, qui fait quoi, ça passe. Donc on est à un moment où il se passe des choses, ça va plutôt dans la bonne direction, mais c'est pas irréversible et c'est pas enraciné. Et alors, qu'est-ce qui peut permettre d'enraciner davantage encore cette conscience dans l'esprit des dirigeants? Est-ce que c'est de bien comprendre que les prochaines crises, il est fort probable qu'elles soient environnementales ou sanitaires ou sociales? Alors, d'abord, les prochaines crises, il y aura probablement une crise financière, il y en a toujours. Donc ça, je risque pas grand-chose à prédire une crise financière. Ça fait 800 ans qu'on voit toutes les crises tout le temps. Et c'est celle-là qui préoccupe. On est très préoccupé de la crise financière. On a en particulier été marqué par les précédentes, qui en général sont des crises très coûteuses. Mais on sait qu'il y a d'ores et déjà inscrit dans le futur une crise environnementale, climatique et plus largement environnementale, et qui a très probablement une crise sociale aussi, avec la croissance des inégalités. Donc, on avance, les yeux assez largement ouverts, avec une différence forte, c'est que, contrairement au Covid, la crise environnementale et la crise sociale, elles n'ont pas un début et une fin. Est-ce qu'on est déjà dans la crise climatique avec les incendies en Australie ou en Californie, ou est-ce qu'on n'est pas déjà dans la crise climatique? Ou est-ce qu'on est déjà dans la crise climatique quand on voit les icebergs fondre? C'est compliqué, ça va durer des années. Il n'y aura pas un moment qui dira, tiens, en 2027 a commencé la crise climatique. Non, ça c'est quelque chose de long. Et pareil sur les crises sociales. À un moment donné, ça se cristallise, il y a des événements qui donnent leur nom à une crise. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et c'est pour ça que je reviens à votre première question. En 2008-2010, on a travaillé essentiellement sur les symptômes du système, de la faillite du système. On a consolidé les bilans des banques, on a consolidé leurs états financiers, et on a plutôt fait un bon travail de ce point de vue-là. La réalité, c'est que le système est plus solide aujourd'hui et qu'on n'est pas mort. Plutôt une bonne partie de la feuille de route. Mais on n'a pas repensé ce système. Et ce que j'aimerais, c'est que cette crise du Covid
nous permettent d'aller au bout de finir le travail qu'on a commencé, en fait, en disant, mais au fond, dans le système, qu'est-ce qui ne va pas? Et si on remonte à la source, c'est finalement le cœur de la philosophie du système économique dans lequel on évolue. Alors là aussi, c'est très simpliste, mais très symbolique. Il y a 50 ans, Milton Friedman écrivait un article fameux dans le New York Times. C'est intéressant dans le contexte. Le General Motors, qui était la très grande entreprise américaine de l'époque, réfléchissait à ouvrir son conseil d'administration à 3 personnalités représentant le public interest, ce qu'on appellerait peut-être la société civile aujourd'hui, pour prendre en compte les parties prenantes, comme on dirait aujourd'hui. Et Milton Friedman écrit dans le New York Times, faire ce genre de choses, c'est faire du socialisme pur jus, c'est pas possible. L'objet de l'entreprise, c'est d'accroître son profit, de maximiser son profit. Et c'est de là que découlent toutes nos normes. Et la réalité, c'est que c'était assez efficace. C'est un système qui a plutôt bien marché pendant un certain nombre d'années et qui a touché ses limites. Donc maintenant, il faut inventer le système suivant, où le profit n'est plus une fin en soi. Quand on dit l'objet de l'entreprise, c'est de maximiser son profit, c'est que le profit devient la fin du projet entrepreneurial. Alors aussi, il faut pas caricaturer, toutes les entreprises sont pas comme ça, mais quand même fondamentalement, c'est ça qui marque les esprits et c'est ça qui imprègne toutes les normes qui font encore une fois notre vie quotidienne. Donc comment est-ce qu'on bascule dans un système où le profit est non plus une fin, mais un moyen? Alors ça paraît vraiment rhétorique de dire ça, mais ça veut dire que le profit s'inscrit dans la durée avec une fonction d'utilité. On fait du profit parce qu'on est utile, on fait du profit parce que ça dure. On fait pas du profit parce que take the money and run. Je prends l'argent, prends l'oseille et tire-toi, comme on dit en français. Et ça, c'est une vraie bascule. Parce qu'à partir de là, on peut commencer à, ça veut dire quoi sur le plan comptable? Ça veut dire quoi sur le plan des rémunérations? Ça veut dire quoi sur le plan des obligations des gens qui gèrent notre argent? Ça veut dire quoi sur le plan des obligations prudentielles? Ça veut dire quoi sur le plan du reporting? Et je pourrais continuer comme ça extrêmement longtemps. Mais c'est un travail de longue haleine. Les Français aiment bien le côté grand soir, brusquement, on va rentrer demain dans le monde d'après. Ça n'existe pas. Je me suis fait charrier dans toutes les conférences de la planète depuis 10 ans. Les Français aiment bien la Révolution française, on coupe les têtes, etc. Non, il faut acclimater la population à cette nouvelle approche. Ça veut dire faire pénétrer de l'idée que on change de référent et qu'après changer de référent, ça veut dire aussi petit à petit travailler sur nos normes. Et c'est ça qui fera qu'on sera sérieux dans notre approche. Sinon, on restera à l'écume et l'écume, comme chacun sait, ça va, ça vient et puis ça disparaît. Cette approche du capitalisme des parties prenantes, elle va en poupe. C'est un peu le nouveau mot d'ordre du monde économique, notamment aux États-Unis, où une majorité de grands groupes se disent maintenant inscrits dans cette approche, dans cette démarche-là, sans qu'on voit très bien encore la réalité de cet engagement dans la façon dont elle procède, dont elle s'organise. Est-ce que, à cet égard, les acteurs européens ont des atouts à faire valoir pour mettre en place plus rapidement, plus sincèrement, plus efficacement et quelques leviers que vous aviez évoqués? Je n'irai pas trop vite en besogne sur les États-Unis. Il y a la Business Roundtable qui correspondrait en France à un mélange de la FEP et du MEDEF, des grandes entreprises américaines, a effectivement signé en août l'année dernière une déclaration qui a appelé un peu tout le monde de court, appelant au capitalisme des parties prenantes. C'était extrêmement nouveau. Leur dernière grande déclaration datée de 1997 ou 98, je me souviens plus très bien, dans lequel ils disaient le capitalisme, c'est shareholder value, c'est le capitalisme actionnarial. Donc effectivement, il y a un virage. La réalité, c'est que le Covid est arrivé juste après, que ça a pas mal soufflé dans les branches et que maintenant, ils sont beaucoup moins chauds sur cette idée. Donc, faut pas se raconter d'histoire. Je crois pas que ça bouge aussi vite que ça. Alors, il y a des entreprises emblématiques. On va citer souvent les Patagonia de ce monde. Très bien. Mais je crois pas que le capitalisme américain ait fait son virage. Alors, le côté positif, c'est qu'ils en parlent. Le côté négatif, c'est que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'en Europe, on est plus avancé sur ces questions-là. À la fois culturellement, pas du fait de la manière dont on fonctionne. Mais ces débats sont pas nouveaux. Michel Albert, il y a 30 ans, avait écrit Capitalisme contre capitalisme, en opposant le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rhénan. Donc c'est des débats anciens. Le capitalisme anglo-saxon avait assez largement triomphé, mais on voit bien qu'il n'avait pas éradiqué un certain nombre de sous-jacents européens. Et donc, je crois qu'on a une capacité à faire valoir un modèle différent et que d'une certaine manière, c'est un service qu'on rendrait à la planète de faire émerger quelque chose entre le capitalisme d'État chinois et le capitalisme anglo-saxon tel qu'il évolue aujourd'hui. Parmi les pistes d'action que vous évoquez et que vous promouvez, il y a un principe très simple qui est celui de renchérir le coût des activités qui ont un impact négatif sur notre environnement. C'est le prix du carbone, c'est d'autres choses? Là aussi, le principe, qui est pas nouveau non plus, le principe du pollueur-payeur, il existe. On n'est pas forcément allé jusqu'au bout de l'exercice. Donc il y a rien de révolutionnaire dans tout ça, mais c'est d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Et effectivement, de forcer les gens à aller au-delà de la simple bonne volonté. Si le marché vous y pousse et que la norme vous y pousse, vous allez y aller. Et donc ça veut dire intégrer effectivement le prix du carbone, qui est le sujet le plus débattu aujourd'hui,
et qui existe. Alors la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de prix unique du marché dans le monde. Et donc, c'est compliqué de dire, attendez, vous me mettez un prix du carbone à 80 € la tonne, alors qu'en face, c'est 3 € la tonne, je suis désavantagé. Et c'est techniquement exact. Faut pas non plus, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il faut regarder ces réalités. Mais il faut aller dans cette direction. C'est pour ça que je pense que l'Europe, encore une fois, est un périmètre pertinent. On représente encore un bon quart de l'économie mondiale dans toutes ses dimensions, un marché extrêmement attractif, une poche d'épargne très importante. On a une capacité à imposer nos vues et à peser. On le voit un tout petit peu à la marge sur Internet avec le RGPD, mais on peut faire ce genre de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans cette direction. Alors, c'est le prix du carbone aujourd'hui, ça pourrait être le prix de la biodiversité demain. C'est compliqué d'ailleurs d'évaluer comment est-ce qu'on abîme ou pas la biodiversité. Et puis d'une certaine manière, ça peut plus tard être le prix du bien-être en société, enfin du fait qu'on a une société où on n'est pas des particules élémentaires comme dirait Houellebecq, mais des gens qui vivent en solidarité avec un système d'éducation, de santé, etc. Donc il y a toute une série de choses qu'il faut intégrer. Et donc ça veut dire, par rapport à la formule de Friedman sur le profit, ça veut dire étendre l'horizon du profit. Donc encore une fois, c'est pas juste le profit à court terme qui est privilégié dans cette formule, et c'est sorti une définition du profit qui ne prenne en compte que le côté financier, la ressource financière, parce que c'est ça dont on parle. L'actionnaire apporte de la ressource financière et il est rémunéré là-dessus. En fait, l'entreprise, elle vit de ce capital financier, elle vit d'un capital humain, elle vit d'un capital naturel, elle vit d'un capital social. Donc comment est-ce qu'on intègre ça dans notre appréciation du profit de l'entreprise, par exemple? Et c'est un gros travail. Je prétends pas avoir la solution toute faite aujourd'hui. Quelquefois, on me dit, mais alors, si vous avez une mesure à prendre, j'ai pas une mesure à prendre. C'est un travail, encore une fois, extrêmement long, je dirais, de revue de toutes les normes. Ça a pris 50 ans, le système d'avant. Ça prendra du temps pour faire le système d'après. Merci Bertrand Badré. Je vous en prie.